Alors, je vais laisser quelques minutes à vous tous pour arriver. C'est un mercredi après-midi, il fait pluvieux. Une drôle d'heure, hein, mais je sais que vous étiez tous très impatients et pour ceux qui sont au travail et qui ne peuvent pas nous suivre en direct, ne vous inquiétez pas, le replay sera disponible et on le mettra évidemment, cette rencontre, sur le site. Bonjour tout le monde! Venez vous asseoir. Installez-vous confortablement avec votre tisane, votre café, votre chocolat chaud. Éventuellement, pour les plus frileux, cette saison, le vin chaud, hein. Ce sera peut-être nécessaire. Ici, il fait franchement pluvieux et très très froid. Alors aujourd'hui, on avait envie de vous proposer un moment de réflexion sur notre devenir commun. Parce que si nous voulons profiter de la fenêtre d'opportunité que nous offre le Covid et les crises successives qui nous frappent aujourd'hui, pour construire une société qui serait plus conviviale, plus solidaire, mais surtout plus éthique, nous allons devoir tous ensemble penser à notre avenir. Alors, à ce propos, vous allez déjà prendre votre agenda et faire une petite croix à la journée du samedi 21 janvier 2023 parce que nous vous proposons de venir participer à un colloque organisé avec l'aide de Monsieur Jacques Follon, qui est un grand spécialiste du RGPD, un colloque autour d'un enjeu de société qui est très important puisque c'est le respect de la vie privée. Et puisque vous nous suivez depuis quelques années maintenant, vous savez que une caractéristique du totalitarisme est d'exercer justement un contrôle très important sur la vie publique et sur la vie privée. D'ailleurs, on a des exemples de plus en plus frappants dans notre quotidien ici en Belgique, puisque vous avez entendu peut-être mon appel par rapport à cette nouvelle réglementation autour des soins de plaie, puisque le personnel soignant, les infirmiers, les infirmières à domicile sont maintenant obligés de faire des photos de vos plaies et de les partager sur le réseau Santé Wallon. Alors, ça paraît rien du tout, mais je vous laisse imaginer un patient qui aurait, c'est un cas vécu, hein, un patient qui aurait eu un abcès au niveau testiculaire et chez qui il faut faire un pansement au niveau des testicules. Eh bien, le prestataire de soins de santé est obligé de faire une photo de ses testicules et de les envoyer sur un réseau sans que le patient ait la moindre possibilité de contrôle sur qui va voir les photos, combien de temps elles vont être stockées et la sécurité du cloud sur lequel elles vont être stockées. Et donc, le respect de la vie privée est un thème essentiel que nous devons aborder et sur lequel nous devons réfléchir tous ensemble, parce que pour vous donner une idée, on vous disait qu'on allait arriver à ce modèle de crédit social à la chinoise. Eh bien, avec cet exemple, on est en plein dedans, puisque le patient qui refuserait qu'on prenne son testicule en photo serait considéré comme un mauvais citoyen et n'aurait plus droit au remboursement de soins de santé, malgré le fait qu'il est parfaitement en ordre de cotisation mutuelle. Donc, le crédit social, là, en Belgique, on est dedans. Alors bien sûr, en 2023, notre bon droit va continuer à défendre vos droits et vos intérêts. Et vous savez que notre méthode favorite, quelque part, c'est de faire appel à la justice. Et nous avons d'ailleurs à ce sujet un très très gros projet que certains d'entre vous appellent de leur vœu depuis quasiment le printemps 2020 et on temporisait en leur disant écoutez, les temps judiciaires sont pas trop en notre faveur et puis il y a un temps pour tout. Et là, nous pensons qu'il y a une fenêtre d'opportunité effectivement pour déposer un recours à l'instar de ce qui se fait actuellement en Suisse ou en France et qui mettra nos autorités et nos politiques et nos autorités sanitaires face à leurs responsabilités et cette fois-ci devant un véritable tribunal, pas devant un tribunal populaire.
Ça, c'est notre gros projet 2023. Alors, il y a d'autres projets connexes parce que vous savez que nous aimons bien construire une stratégie juridique, hein, de jeter des bases sur lesquelles des murs peuvent venir se placer. Et donc, il y a plein de projets juridiques en 2023. Et vous savez que tout ça coûte évidemment pas mal de sous, même si, vous le savez aussi, tous les avocats avec qui nous travaillons l'ont toujours fait, je ne vais pas dire de façon bénévole, mais l'ont toujours fait vraiment parce qu'ils étaient animés par une cause en travaillant au forfait. Ce qui fait que nous avons toujours réussi à contrôler le budget de façon très facile. Et je peux vous assurer que les budgets, les forfaits qui nous ont été demandés étaient véritablement très, très, très bas par rapport au nombre d'heures que les recours ont demandé. Alors c'est bientôt la période de Noël et donc si vous aviez envie de faire un petit cadeau, un petit don à votre association préférée, je peux vous assurer qu'il sera le bienvenu et vous pourrez vous dire que ce don permettra de protéger les plus faibles et les plus fragiles de notre société puisque vous le savez certainement, les vaccins ARN messagers ont reçu les autorisations de mise sur le marché pour les 0 à 5 ans. Et notre projet véritablement tend à protéger les plus jeunes, les enfants et les adolescents de cette vaccination qui montre aujourd'hui de plus en plus d'effets secondaires gravissimes. Voilà, je vous demande maintenant d'accueillir très chaleureusement Stella et Madame Valérie Bugot pour réfléchir à notre avenir de société en commun. Bonjour Valérie. Bonjour Isabelle, je vous remercie beaucoup de m'accueillir à l'occasion de votre live. Bonjour Valérie, ici Stella. Bonjour Stella. Merci beaucoup Isabelle pour ce résumé. On aurait encore beaucoup à dire sur d'autres recours que nous avons mis en place, mais on vous en parlera à une autre occasion. On est très honorés aujourd'hui de recevoir Valérie Bugot. Un nombre considérable de nos abonnés vous suivent, Valérie, et depuis longtemps. Alors, je n'ai plus besoin de vous présenter, mais je rappelle que vous êtes docteur en droit, ancienne avocate fiscaliste, analyste en géopolitique, juridique, économique. Vous œuvrez pour le droit, notamment via votre initiative Révolu Droit. Et vous êtes l'organisatrice du colloque que nous avions relayé, qui a eu lieu le 29 novembre, sur la nouvelle entreprise. Et c'est pour ça que nous vous avions convié aujourd'hui pour nous parler justement de la nouvelle entreprise, l'avenir juridique de l'entreprise, pourquoi c'est un changement de paradigme. Et c'est pour ça que nous sommes très heureux de vous avoir aujourd'hui. Et je vais vous poser la première question, Valérie. Justement, pourquoi la nouvelle entreprise On va commencer par là. N'hésitez pas à poser vos questions. Nous les prenons au fur et à mesure. Et voilà, je vous laisse la parole. Je vous remercie, Valérie. Merci à vous Stella et merci Isabelle, je renouvelle mes remerciements. La nouvelle entreprise, c'est toute une histoire en fait. D'abord, ça vient de mon histoire personnelle et cette histoire personnelle, et ça je dirais que c'est presque maintenant un un lieu commun dans ma famille, rejoint l'histoire de la France et finalement, maintenant on n'en est même plus à la France, mais on en est à la civilisation européenne. Donc c'est quand même assez étonnant, les événements qui se sont accélérés ces derniers temps et qui ont mis en lumière un phénomène qui est certes ancien, et qui était souterrain et invisible et qui aujourd'hui devient lumineux pour à peu près tout le monde. Pourquoi la nouvelle entreprise? Parce que dans le cadre de tous mes travaux de recherche juridique sur l'entreprise, et au-delà, parce que vous savez, quand on fait un travail sérieux, on s'intéresse surtout à la contextualisation de son sujet. Et donc, évidemment, l'entreprise, étant donné que c'est la société plus précisément, la société commerciale est une notion juridique qui, relève de l'organisation de l'entreprise, laquelle est elle-même une organisation sociale, de l'organisation enfin, une organisation sociale de l'économie, des circuits économiques, et donc, tout ça met en jeu finalement, le droit constitutionnel, les règles privées, et les interactions contractuelles entre des acteurs qui sont
privée et publique, puisque vous savez qu'aujourd'hui, la grande mode, c'est la mode est au partenariat public-privé. Public-privé, Donc tout à fait. voilà. Donc on verra qu'en fait, cette mode, elle n'est pas vraiment nouvelle. Elle n'est que la réminiscence d'une mauvaise habitude, d'une de d'un dysfonctionnement, qui est, originaire à cette organisation économique et qui est, lié lui-même à l'organisation de l'entreprise, Mmh. telle qu'elle s'est, matérialisée, ben, au XVIIe siècle, et en particulier suite à la création des compagnies des Indes. Vous savez que la Mmh. première compagnie des Indes date de l'année 1600, c'est une compagnie britannique et elle a été suivie, à peu de temps après par, la compagnie, hollandaise et Mmh. que si la Hollande et le ce qui est devenu l'Empire britannique, la Grande-Bretagne, mais qui était à l'époque encore l'Angleterre, ont été longtemps en concurrence, enfin en concurrence économique. En réalité, la fusion des intérêts, financiers, était déjà, opérée puisque les financiers qui ont permis le développement de l'empire de Cromwell, hein, là on parle Mmh. de la de la République universelle finalement, parce que c'est de ça dont il est question, fondée sur, une hégémonie économique et laquelle est adossée à une hégémonie financière. Cette hégémonie financière était préalable puisque, tous les grands banquiers qui venaient d'un peu partout en Europe, hein, puisqu'ils venaient à la fois d'Espagne et d'Italie, se sont réunis à un moment donné, en Hollande, pour ensuite, être accueillis, très favorablement, par, Olivier Cromwell qui a pu ainsi asseoir, son désir impérial, sur des réalités financières, bien matérielles et bien présentes, sur son territoire. Bon, ça, c'est un bref aperçu historique, mais cet aperçu est important parce que, ça vous montre l'origine, en fait, de tout ce système que nous avons appelé capitaliste, mais, Ouais. peut-être à mauvais escient parce que, il aurait pu prendre une autre forme, ce capitalisme. Le capitalisme, ça veut dire utiliser le capital pour un développement économique et lequel développement économique s'inscrit de façon naturelle et spontanée dans le développement de la société politique en entier. Or là, ce développement économique a été, capté, a été, comment dirais-je? Accaparé, par les tenanciers du système économique, lesquels étaient adossés, je le rappelle, au système financier, donc aux Mmh. grands instituts, aux grandes personnalités qui détenaient, qui avaient, qui étaient déjà coalisés à cette époque, et qu'on appelait les banquiers, enfin que moi j'ai appelé les banquiers commerçants parce qu'ils avaient une double activité, à la fois de commerce de matières premières et en particulier de commerce d'or et aussi d'argent, mais surtout d'or, et la dispensation de crédit, qui est une activité, civile bancaire. Donc ce sont à la fois des commerçants et des banquiers. Donc en fait, toute la, si vous voulez, tout le développement de la société au sens large, société au sens politique du terme, a été, capté et assis sur cette hégémonie économique. Et Mmh. c'est là où nous avons commencé à avoir l'inversion des valeurs entre Mmh. l'économie et le juridique. Parce que le juridique était au service, de la police, de la politique, mais au sens organisation de la cité, de la vie de la cité. C'est-à-dire qu'elle n'était pas captée par des intérêts financiers, mais qu'elle était, elle a eu pour objectif de permettre le développement du groupe, c'est-à-dire du collectif, du vivre ensemble. Et ce Mmh. développement du vivre ensemble ne peut avoir lieu qu'à une seule condition, c'est que la justice soit, établie au niveau étatique. Parce que Mmh. s'il n'y a pas de justice, les gens se font justice eux-mêmes et là, nous sommes dans un fonctionnement de nature tribale, qui est également le fonctionnement des mafias. Donc, je le répète parce que les mafias ont aussi, leur origine dans une conception tribale, de la vie en commun, qui est finalement très, restreinte et qui ne permet pas un développement, tellement, épanouissant pour, un groupe important. Donc, si on veut que disons que ce qui a permis le développement de la civilisation qu'on a appelée civilisation européenne, c'est justement la capacité d'un groupe important à se non seulement à se coaliser, mais aussi à se, à s'organiser et cette organisation n'a pu se faire qu'autour du concept, parce que c'est un concept de justice. Et cette Mmh. justice, elle est évidemment et elle a toujours été fondée sur la recherche de la vérité et la recherche
c'est-à-dire du vrai, mais au sens, équilibre, équité, au Ouais. sens, au sens où, on ne peut pas, pour des raisons, formelles, heu, on ne peut pas pour des raisons formelles attendez, j'ai un petit souci technique là, Allez-y. voilà, ça y est, excusez-moi. On ne peut pas pour des raisons formelles, renoncer à une justice, qui est une justice un peu immanente dans le sens où, même si vous appliquez des textes qui sont des textes qui ont l'air, justes, Mmh. on peut arriver à une solution injuste et Ouais, pour tout à résoudre fait. ça, on a créé enfin, c'est organisé finalement toute une, hem enfin, l'État a été organisé autour de cette histoire de justice, de ce concept de justice. Donc Mmh. aujourd'hui et depuis ce développement, cette excroissance économique sur le politique, hein, et bien, nous assistons exactement à une régression, donc à un phénomène inverse dans lequel la justice disparaît au profit d'un intérêt, privé, qui est l'intérêt, des castes économiques dominantes, laquelle Mmh. lesquelles castes sont assises, une fois de plus, sur la domination, monétaire et donc on est en train, depuis finalement le XVIIe siècle, d'aller vers un mouvement rétrograde de plus en plus, évident, vers la disparition de tout ce qui avait permis la civilisation de se développer. Oui, Donc tout à fait. ça, c'est le c'est le disons, c'est le résultat, de toutes mes recherches sur l'entreprise. Mais au-delà de ça, il est évident que quand on a compris que l'entreprise, c'était l'organisation économique et que l'organisation économique avait pris le pas sur l'organisation Mmh, politique, eh tout à bien, nous fait. sommes là dans des concepts qui sont des concepts beaucoup plus larges que la seule économie, le droit et la réglementation. Mais nous sommes véritablement dans ce qu'on appelle la politique, c'est-à-dire un retour à l'interrogation politique. Qu'est-ce que ça c'est que la politique? Comment, des intérêts, particuliers, individuels ont pu, capter, la capacité à générer des règles qui s'appliquent à tout le monde et Tout à fait. sans que personne finalement ne trouve, à redire. Mmh. Oui, ou qu'en tout cas, même si on y trouve à redire, on a énormément de difficultés à faire entendre notre voix, parce que comme vous le dites, quelque part, la justice a littéralement disparu, ou en tout cas ne joue plus son rôle de garant du bien commun et quelque part donne tous les intérêts à ses intérêts privés. Mais aujourd'hui, ce que vous dites paraît évident, mais c'était déjà le cas, il y a des décennies et des décennies et ce n'était pas évident. Pourquoi? Ouais. Parce qu'en réalité, toute cette domination est assise sur 2 choses essentielles, l'anonymat et l'irresponsabilité des décideurs réels. Et nous avons affaire donc à toute une organisation, mais vraiment, de nature, comment, Mafieuse. géant, hein, dantesque, Ouais. qui a pour vocation et pour objectif, de déployer des faux-semblants, de créer des théâtres. Et alors ces Mmh. théâtres, nous les voyons déjà au niveau économique, mais on les voit aussi au niveau politique. C'est-à-dire que nous avons affaire à une apparence avec des décideurs apparents, mais qui ne Mmh. sont, quasiment jamais les décideurs réels. Donc comme Mmh. ces décideurs apparents ne prennent en réalité pas les décisions, il Mmh. est évident qu'ils ne joueraient pas le jeu si, en plus, on leur faisait, porter la responsabilité de ces décisions, qu'ils ne prennent pas, qu'ils ne font Tout à que fait. relayer. Donc par essence, tout ce système est fondé sur l'irresponsabilité également des décideurs apparents. Parce que sinon, il y aurait jamais de décideurs apparents, il y aurait pas de candidats, vous voyez? Donc pour respecter la volonté d'anonymat des décideurs réels, il faut organiser l'irresponsabilité des décideurs apparents et c'est un peu à ça que enfin, c'est d'une façon générale, c'est le sens de nos régimes politiques, mais que moi j'appelle apolitiques aujourd'hui, qui sont en réalité, des régimes, heu, fallacieux, qui ne sont Ouais. pas, politiques, mais qui sont, à domination économique, qui sont des régimes de domination économique, hégémoniques et voire même monopolistiques et qui sont donc, totalement, organisés autour de ces principes d'irresponsabilité et d'anonymat. Mais c'est la même chose évidemment au niveau, économique et quand on regarde comment, le système économique global est organisé, eh bien, on s'aperçoit qu'évidemment, l'essentiel de ce système tourne autour de l'anonymat et de l'irresponsabilité, via tout un tas de mécanismes qui ont été mis en œuvre et en particulier,
un des éléments très importants de ces mécanismes, c'est les paradis fiscaux et les trusts anonymes de nature anglo-saxonne. Enfin, il y a d'autres mécanismes, hein, parce que vous savez, on peut réaliser de l'anonymat en accumulant des entités qui ne sont Mmh. pas en elles-mêmes anonymes, mais accumulées les unes avec les autres, on finit par Mmh. ne plus savoir qui est responsable de quoi, qui est la poule et qui est l'œuf. Donc il y a plusieurs, si vous voulez, l'anonymat, il est de façon générale, organisé par de multiples façons avec de multiples moyens. Il est aussi organisé par le secret des affaires, par exemple. Tout Donc à fait. voilà, donc bon, mais ça je vais peut-être pas, développer encore plus là-dessus parce que je pense que là, j'ai affaire à des gens qui sont un peu, disons avertis de ces sujets. Mais il faut quand même bien avoir en tête dès le départ que tout ça n'est pas un accident, mais c'est le Mmh. moteur même du système politique et du système économique. Rien de tout ça n'arrive par hasard. Les Mmh. responsabilités et l'anonymat sont consciencieusement organisés depuis toujours et aujourd'hui, étant donné que le régime, les systèmes se durcissent, cet anonymat et cette irresponsabilité deviennent évidents et deviennent, violents. Mmh. Tout à Mais fait. ils existaient avant, ils étaient moins évidents et donc moins violents, mais ils étaient déjà là, présents, et justement, moi, quand j'ai commencé mes travaux, ils étaient je les ai rendus apparents, mais, à la limite que pour moi seule. Personne autour, OK. n'avait conscience de la réalité du mécanisme sous-jacent et qui demandait qu'une seule chose, c'est d'arriver à maturité, c'est-à-dire, d'arriver, officiellement, à la vue de tous. Ce que nous Oui, avons oui. commencer à Dis comprendre avec l'hystérie covidique. Tout à Voilà, fait, c'est ça. disons que la crise a permis justement de rendre évident ce que vous aviez déjà vu depuis longtemps et vous parliez Absolument. d'anonymat et de responsabilité. Bon, je fais un raccourci, très raccourci, disons, mais quand on pense à la situation des contrats d'achat vaccin, du secret Mmh. d'affaires, on ne sait même pas ce qu'on a signé, on n'en sait rien, ça a coûté des Mmh, milliards. Et mmh. quand on a l'audace de convoquer un PDG d'un des plus gros contractants par 2 fois et il refuse de se rendre au Parlement européen. Je trouve ça très, très intéressant, on va dire, pour pas dire autre chose. Donc Mmh. ça s'inscrit tout à fait dans ce que vous dites. J'en profite pour dire bonjour à Police pour la vérité, nos partenaires qui suivent avec attention le live. Donc voilà, je Oui, passe un bonjour. alors, Voilà, je vous en prie. excusez-moi Stella, mais enfin, je rebondis sur ce que vous venez de dire. En réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, ces gens sont tellement, dans l'hubris finalement que, pendant longtemps, ils ont caché leurs méthodes, derrière des règles, derrière un ensemble de phénomènes qui pouvaient paraître cohérents et en tout cas qui étaient, intégrés de ce qu'on a appelé le droit, mais qui n'était déjà pas du droit, si vous avez suivi, le Mmh. raisonnement que je vous propose. Mmh. Néanmoins aujourd'hui, même les règles qu'eux-mêmes ont établies, ils s'en dispensent, tout à Tout à fait fait. volontiers parce qu'ils sont dans une situation de monopole dans lequel ils ne risquent plus rien, en fait. Il n'y a Mmh. plus aucun contre-pouvoir susceptible, de Mmh. leur porter, préjudice. Donc, ils peuvent, à visage découvert, agir en tant que, ce qu'on appelait avant le fait du prince, sans aucune justification, ni réglementaire ni légale. Et ça, c'est quand même un phénomène nouveau, qui rend, justement leur domination encore plus violente. Parce que là, Ouais. il n'y a même plus de possibilité d'anticiper et de se préparer à réagir face à ce qu'on ne sait pas qui nous arrivera finalement. Puisque les règles sont fluctuantes, elles changent du jour au lendemain à partir du moment où elles ne leur, Où conviennent c plus. où elles leur servent où elles On l'a servent plus vu leurs intérêts, en fait. absolument, mais on l'a vu, notamment dans le développement des règles européennes, hein, au niveau de l'Union, au niveau des traités européens, mais de toutes les directives, de tout et là, maintenant ça devient tellement, énorme puisque, même, pour, ce qui est de la responsabilité effectivement, contractuelle, que vous évoquiez tout à l'heure avec à propos des contrats, d'injection, je n'appelle pas ça des vaccins, hein, Ouais, excusez-moi. D'injection et je ne sais même pas si on peut appeler ça, enfin avec un terme médical parce que là, je pense qu'on est plutôt dans l'ingénierie mmh. technique, hein. Et bien, on se rend compte que maintenant, il y a plus rien qui les arrête en fait et que les Mmh. règles, ne sont même plus ouvertement respectées. En tout cas, ils ne font même plus semblant de les respecter ouvertement et ça, c'est quand même, insistons là-dessus, une nouveauté.
Mais ça Mmh. veut dire une chose, ça veut dire la chose suivante, ça veut dire qu'en réalité, ils ont décidé de passer à l'étape d'après, c'est-à-dire que, C'est ça. pendant longtemps, leur domination a été, occulte, c'est-à-dire qu'elle s'est cachée derrière des faux-semblants, mais à partir du moment où il n'y a plus eu de contre-pouvoir du tout, qui se sont arrangés pour liquider les uns après les autres, maintenant leur domination doit devenir, officielle et c'est ce que nous avons appelé le gouvernement mondial. C'est ce qu'ils Mmh. veulent voir arriver en tant que, gouvernement centralisateur au niveau mondial. Mais, je dirais que ça, ce projet est à mon avis, En très, très, difficulté. très abîmé. En tout Bon, cas, on va tout faire pour s'y opposer et d'ailleurs, du coup, Valérie, par contre, la nou on n'est pas les mieux placés pour s'y opposer, hein. Je pense qu'au niveau mondial, c'est fini. Enfin, ils sont en train de renoncer parce qu'ils ont compris qu'il y avait des contre-pouvoirs, des gens qui s'opposaient à eux. Mais au niveau européen, là, pour l'instant, je ne vois, aucun contre-pouvoir effectif, qui pourrait, les freiner dans leur tentative, dans leur tentation, totalitaire. OK, beh, il va falloir remédier à ce constat alors. Valérie, la nouvelle, entreprise alors, ça correspond à un Alors là changement de paradigme? Ah oui, oui, la nouvelle entreprise, ça correspond à un changement de paradigme parce que, ça rétablit l'équilibre, qui a été rompu initialement entre les gens qui ont été chargés de développer, des idées, de développer, ce qu'on a appelé l'objet social des sociétés, c'est-à-dire les gens qui travaillaient, concrètement dans la société pour aboutir à un objectif, de nature économique qui est de remplir l'objet social et puis Mmh. ceux qui apportaient les capitaux pour faire travailler les autres. Et dès le départ, selon cette conception initiale issue donc des compagnies des Indes, nous avons eu une rupture une rupture d'égalité, enfin une asymétrie définitive entre, le pouvoir politique qui a été affecté intégralement aux apporteurs de capitaux et les gens qui travaillaient concrètement, c'est-à-dire, là, on peut parler finalement d'économie réelle, les gens qui travaillaient réellement à développer les projets, qui n'ont jamais eu le pouvoir politique au sein de, l'organisation, de l'entreprise. Donc là, c'est quelque chose qui n'est pas excusable, qui n'est pas, compréhensible et qui n'est pas acceptable. Néanmoins, pourquoi tout ça a pu se développer sans que, les populations réagissent et sans que les pouvoirs politiques, alors qu'ils étaient encore, en charge de la politique, ne réagissent? C'est parce qu'en fait, ceux qui ont élaboré ces règles, étaient les seuls à en comprendre finalement les enjeux, à Mmh. comprendre les tenants des aboutissants et ils ont amené tout le monde par attraction, alors qu'eux-mêmes étaient très enthousiastes. Ils ont un peu attiré l'enthousiasme des autres en faisant miroiter, des enjeux qui n'étaient pas les enjeux réels. Les enjeux Mmh. réels ont toujours été des enjeux de puissance et de pouvoir et les enjeux, qu'ils ont fait miroiter, c'était: «On va développer la civilisation, tout le monde va pouvoir s'enrichir, ça va être merveilleux» et cetera et cetera. En omettant de façon systématique qu'eux-mêmes étaient chargés de mettre les plafonds de verre, c'est-à-dire, les, niveaux, auxquels le commun des mortels que les niveaux que le commun des mortels, autant, entreprises que État ne pourraient pas, dépasser, puisque, l'échelon supérieur leur échappait de façon définitive. Donc, Mmh. c'est là où en réalité ils ont, agi par ruse et aussi, parce qu'ils détenaient, les règles de la connaissance, étant donné Mmh. que ce sont eux-mêmes qui ont établi ces règles-là, qui ont établi les règles, du pouvoir économique, au niveau financier et au niveau de l'économie, Mmh. réelle qui ne l'est plus aujourd'hui. Vous savez qu'elle est financiarisée. Donc, Ouais. à partir du moment où vous avez qu'un groupe de gens qui détient, la connaissance des enjeux, il a pu faire un peu, n'importe quoi. Aujourd'hui, on a quand même beaucoup évolué, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de gens en capacité de comprendre les vrais enjeux de la technique et à ce moment-là, ils sont quelque part aussi en concurrence avec les nouveaux arrivants, avec le bémol qui n'est pas anodin, vous l'avez constaté, qu'en fait, ceux qui comprennent les règles et ils sont quand même assez peu nombreux, mais beaucoup plus qu'avant, Mmh. heu, ont eux-mêmes un intérêt, ont été attirés, c'est un peu la technique des mafias, vous savez, vous donnez une carotte et un bâton, ont été attirés, dans un espèce de piège, une toile d'araignée qui fait que leur intérêt personnel va dans le sens de développer l'intérêt, privé de cette caste et à la fois
S'ils s'en éloignent, alors leur intérêt personnel parce qu'ils sont, valorisés dans la société, leur statut s'améliore et cetera. Ils ont des promotions, permanentes et puis, s'ils n'obéissent pas, la sanction est là. Qu'ils en soient ou non conscients, cette sanction arrive, par le biais soit du statut, social, soit, éventuellement, on l'a vu, à plus d'un égard, par, l'assassinat ou la Mmh. disparition, l'accident, l'organisation d'accidents et cetera. Mmh. Donc, nous sommes vraiment réellement dans une forme de nouvelle d'organisation mafieuse, qui n'est pas, stricto sensu tribal parce que tribal suppose une organisation géographique. Or là, c'est une, organisation qui n'est pas géographique, qui est liée à la capacité, du pouvoir monétaire et du pouvoir, capitalistique, dans quelques mains, mais qui ne sont pas des mains, liées à des intérêts, stratégiques, géographiques, mais qui sont liées à des intérêts plutôt, nomades et apatrides. Et comment est-ce que la nouvelle, ce changement de paradigme, la nouvelle entreprise peut venir, contrecarrer alors cette, organisation mafieuse? Et ben, la nouvelle entreprise vient contrecarrer en reprenant le fil du développement économique là où il a été interrompu, c'est-à-dire en rééquilibrant, les pouvoirs entre ceux qui travaillent dans l'économie réelle, ceux qui travaillent qui ne sont pas dans la virtualité, capitalistique, mais qui sont, par leur activité quotidienne aux prises, du développement d'un projet ou, d'une idée, qui travaillent concrètement eux-mêmes à la réalisation d'un objectif, qui soit matérialiste ou immatériel. Ça peut être un Mmh. service ou ça peut être, Mmh. toute activité humaine, mais qui ne soit pas lié à la dématérialisation, capitalistique. Donc, en rétablissant le rapport de pouvoir entre, le Mmh. premier groupe et le deuxième, eh bien, le changement de paradigme s'effectue de façon spontanée. Parce que le paradigme, capitalistique actuel est fondé sur comment les dissymétries entre la capacité politique des uns et des autres. Or là, si vous rétablissez en fait l'équilibre politique décisionnel, et bien, tout d'un coup, c'est pas un élément de l'ensemble qui change, c'est toute la mécanique d'ensemble, qui tourne autrement et donc c'est ce que j'appelle un changement de paradigme et évidemment ce changement de paradigme, ne peut être complet, ne peut être, vraiment effectif que s'il s'accompagne également, heu, plus largement que l'organisation de l'économie, d'un changement d'organisation étatique pour rendre à l'État sa vocation initiale qui est d'organiser les relations, interindividuelles et intergroupes, de façon à ce que chacun puisse vivre ensemble dans les meilleures conditions possibles, en respectant les intérêts des uns et des autres, ce qui n'est pas le cas dans nos gouvernements et puis ensuite en rendant la justice. Voilà. Donc, Mais juste évidemment, la nouvelle entreprise s'inscrit dans un changement de paradigme. Elle est au départ le cœur du changement de paradigme, mais elle ne pourra montrer développer en fait son pouvoir, réel que dans le cadre où la politique redevient également politique, c'est-à-dire d'un changement de paradigme, hem, au niveau institutionnel. mmh. OK. Mais justement, Valérie, ce nouveau modèle, économique, est-ce qu'on pourrait déjà l'appliquer au-delà justement de la réforme, complète au Alors niveau, politique, économique? Mais déjà, concrètement, est-ce que c'est applicable? alors, il y a une réponse idéale et il y a une réponse, plus réaliste. Alors la réponse idéale, c'est oui, techniquement, il y a rien n'empêche, à ce modèle de s'imposer sur la base du volontariat, dans le cadre caché par enfin disons, sous couvert d'organisation actuelle, on pourrait très bien mettre en œuvre le paradigme de la nouvelle entreprise, dans des statuts, sous la forme de SAS. Ça, c'est vrai. Néanmoins, ce qu'il faut bien et c'est là-dessus où moi j'ai pas tout que j'ai pas toujours, c'est l'élément que j'ai pas pu pour l'instant encore contourner, mais il doit y avoir des moyens de le contourner et la difficulté, contourner la difficulté suivante, c'est que vous savez qu'un chef d'entreprise aujourd'hui est, caution solidaire, sur son patrimoine privé et ça, c'est un moyen, si vous voulez, pour les banques, derrière le développement de l'anonymat capitalistique pour quand même récupérer le contrôle, des biens matériels des gens qui ne seraient pas à leur service directement.
Donc, Mmh. en fait, tout est truqué, vous voyez bien dans ces systèmes économiques. On dit que l'entreprise, capitaliste en tout cas, permet d'avoir une responsabilité limitée, mais dans la vraie vie, c'est pas vrai puisque les banques vous demandent toujours d'être caution sur vos biens personnels. Ouais. Donc le problème, c'est que dans ce cadre-là, ça exigerait la nouvelle entreprise exigerait d'un chef d'entreprise, qu'il, partage son pouvoir de responsabilité sans partager son pouvoir de décision sans partager sa responsabilité financière. Et là, il y a un déséquilibre qui ne peut pas être acceptable par les acteurs économiques et que je comprends. Si on arrive à résoudre ce sujet, de la caution, solidaire du patrimoine privé, à ce moment-là, la nouvelle entreprise, peut tout à fait se mettre en œuvre et elle sera, au bénéfice de tous parce que, le chef d'entreprise est bien souvent trop seul pour prendre ses décisions. Il serait ça dans bien des cas, peut-être pas dans tous, mais très content d'être, disons, d'asseoir ses propositions, sur un apport volontaire des gens qui travaillent avec lui pour réaliser l'objet social, il se sentirait moins seul, plus secondé et l'activité serait elle-même, boostée si je puis dire. En tout cas, tout le monde, mettrait beaucoup plus de motivation dans la réalisation de l'objet social s'il avait une part décisionnelle et si, il pouvait lui-même interagir, pour, avoir, un sens de la responsabilité du développement concernant le développement de l'activité en question. Donc on se heurte dans la vraie vie toujours au trucage qui a été mis en place finalement par, ces grands capitalistes, hein, qui consiste à réintégrer la responsabilité personnelle, du dirigeant, du chef d'entreprise par le biais, de la caution solidaire. Alors Enfin, de la imaginons. caution, Mmh. personnelle, sur les biens personnels. Merci Valérie. Bah, alors imaginons que ce modèle, on arrive, à le mettre en place. Dans ce nouveau système, les banquiers, ce serait quoi leur rôle? Comment ils aideraient donc, les entrepreneurs ou voilà, comment ça marcherait concrètement? Il y a deux étapes, qui sont nécessaires, à l'élaboration de ce nouveau projet. La première étape, dans laquelle on ne peut pas faire abstraction des règles qui existent aujourd'hui, dans lesquelles on est obligé de se fondre, en tout cas de respecter, le facialement les règles actuelles, pour, fonctionner sur un nouveau modèle. Et la deuxième étape, c'est d'imposer le nouveau modèle au niveau, étatique, vous l'avez compris. Et dans ces cas-là, dans ce nouveau modèle qui est celui que j'élabore dans le cadre de Révolu Droit, donc renouveau et évolution du droit, eh bien, vous avez la disparition effectivement, non pas le concept de banque parce il y aura toujours un besoin, monétaire, hein, la monnaie ne disparaît pas dans mon projet, mais par contre, ce qui disparaît, c'est le concept de banque privée et de captation des intérêts, généraux par, cette caste qui représentent des intérêts ultra, confidentiels finalement. Quand je dis confidentiel, c'est, qui concerne une très petite minorité d'individus sur cette terre et qui s'accaparent le monopole, de dire et de faire le droit pour tout le monde. Mmh. La votre question c'était? Ah oui, co les banquiers, bah, en fait, Le le rôle rôle de des la banquiers banque. dans un premier temps, il resterait celui qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire, apporter un financement, éventuellement à l'entreprise telle qu'elle se construit autour des apporteurs, de capitaux, des apporteurs de travail. Mais les apporteurs de travail peuvent aussi continuer à faire, disons à fonctionner avec le système des prêts bancaires tel qu'il existe aujourd'hui. Si vous voulez, la nouvelle entreprise, peut très bien s'inscrire dans le cadre actuel, du fonctionnement, bancaire tel qu'on le connaît. Il est évident que son évolution et pour qu'il diffuse toute sa substance, sa substantifique moelle, le paradigme devra évoluer, de façon à faire en sorte de retirer le pouvoir, aux grands banquiers qui se sont accaparés notamment par l'institution des banques centrales. Donc la monnaie est réélaborée, dans le cadre d'un État digne de ce nom et elle est, disons, elle est diffusée, elle est émise et diffusée, par rapport aux intérêts du terrain. Donc c'est-à-dire de chacun des citoyens, qui a, ses besoins quotidiens et son activité à développer. Donc, dans ce cadre, dans ce deuxième temps, les banques disparaissent et le rôle du banquier n'existe plus puisque ce sont les groupements Mmh. d'intérêts qui affectent la monnaie en fonction des besoins. Si vous voulez, au lieu d'aller montrer votre business plan
à votre banquier, vous irez montrer, si vous voulez créer une entreprise, votre business plan à vos pairs, qui travaillent dans le Mmh. même, groupement d'intérêts que vous et qui décidera, enfin, disons, qui se prononcera ou non sur la pertinence, de votre projet et éventuellement si, la décision est négative, vous aurez des recours, organisés juridictionnellement, pour faire appel d'une décision qui n'aurait pas été satisfaisante, aux yeux de celui qui demande les capitaux. Donc je ne sais On a pas une si question, pardon, excusez-moi, de Philippe qui demande si, justement, est-ce que vous parlez des sociétés coopératives? Alors je ne sais pas exactement, alors, le oui, modèle de la nouvelle entreprise, il faut bien le comprendre, remplace toute autre forme d'organisation d'activité. Donc, c'est un modèle unique qui remplace à la fois les associations, les coopératives, les groupements, les GIE tels qu'on les connaît aujourd'hui, les sociétés, capitalistes, les sociétés civiles. Enfin, il n'y a plus qu'une seule forme, d'organisation de l'activité humaine, sachant que à l'intérieur de chaque cas particulier, de chaque entreprise, il y aura toute les marges de manœuvre pour développer une culture d'entreprise particulière. Ça Mmh. ne signifie pas une normalisation, de toute la façon de vivre son activité pour tout le monde. Non, c'est juste le cadre extérieur qui devient unique et qui est normatif dans le sens où il y a un équilibre au départ des responsabilités, des pouvoirs entre ceux qui apportent des capitaux et ceux qui apportent leur travail. Maintenant, dans ce sujet-là, si je peux aller un peu plus loin, Mmh mh. heu, et c'est une question qu'on m'a déjà posée, comment sera traité, le chef d'entreprise qui apportera, son Ouais. activité, qui apportera sa branche d'activité ou son activité? Eh bien, Mmh mh. tout simplement, ce chef d'entreprise, bah, lui, il devra choisir entre, un statut d'apporteur de travail ou de capital. Dans la plupart des cas, il me paraît plus évident qu'il deviendra un apporteur de travail, mais que comme il apporte du capital, c'est un capital qui est pas forcément, matériel parce que, pas sous forme sonnant et trébuchant, mais un projet puisque l'entreprise c'est déjà un Un projet qui projet. a été élaboré, Mmh. qui a sa propre valeur économique et bien dans ces cas-là, il aura une la nouvelle entreprise aura vis-à-vis de lui une dette et lui se retrouvera un peu dans la situation d'un obligataire pour faire un parallèle avec ce qui existe aujourd'hui, dans la situation de quelqu'un qui aura, heu, disons qui sera une sorte d'obligataire par rapport, un créancier obligataire par rapport à l'entreprise. C'est-à-dire que, en fonction des résultats et sur un programme qui reste à définir et que chaque entreprise pourra définir différemment, son apport sera rémunéré, au mois ou à l'année en fonction ou non, des, résultats de l'entreprise. Ça serait, il est plus évident, enfin il est plus naturel, que la rémunération soit fonction des résultats de l'entreprise, mais pourquoi pas, définir un intérêt fixe, comme un obligataire au sens strict, qui permette, sur un certain nombre d'années, de rembourser, l'apport que, le chef d'entreprise a fait au départ. et je rebondis, alors j'ai une question, alors peut-être c'est pas forcément, un sujet, dont vous voulez parler, mais quand vous parlez justement de la réalité, économique du terrain, quand je vous entends, parce que c'est pas du tout un domaine que je connais, on est diamétralement opposés avec, disons, hem, c'est pas une envie, mais l'initiative de passer à une monnaie numérique, au tout numérique, à un euro numérique, à une identité numérique. Est-ce que je comprends bien? Dans votre concept de nouvelle entreprise, est-ce que ça, c'est incompatible? Tout ce qui est, identité et monnaie numérique? Je sais pas si c'est une question qui fait sens, mais quand je vous entends, ça me fait penser à ça. Oui, Merci. oui. Si, si, bah, je vous remercie, c'était là. C'est une question qui fait sens, mais c'est une question qui doit être prise dans un contexte, qui doit être remise dans son contexte. Quand on parle de numérisation de la monnaie ou, des données, par exemple des données privées, on parle en fait d'un moyen de circulation d'un côté monétaire et de l'autre côté d'informations privées. Alors, il ne faut pas confondre le moyen et l'objectif. Aujourd'hui, ce qui pose problème dans toute cette organisation qu'ils sont en train de mettre en œuvre, c'est que, ce moyen qui est tout à fait redoutable parce qu'il est de nature systémique, est mis dans des mains, qui sont des mains monopolistiques et hégémoniques. C'est-à-dire que ces gens-là ne sont pas,
n'ont pas de sentiment, de compassion, ou ne sont même pas en phase avec les gens à qui ils veulent imposer ça. Ils sont uniquement dans une optique de domination. Mais si, le développement technique et en particulier la numérisation, était dans les mains, des gens à qui finalement à qui elle va s'appliquer, et si les règles de ce développement, étaient contrôlées par les gens qui en sont les principaux acteurs, aujourd'hui les principales victimes, vous voyez que, tout changerait enfin, l'optique, serait différente, et ce que nous voyons aujourd'hui comme une direction esclavagiste, pourrait au contraire apparaître comme un soulagement de toute cette paperasse qu'on nous impose aujourd'hui. Mmh. Vous voyez, il y a toujours deux façons de considérer un moyen. Vous avez un marteau. Le marteau, il peut servir à enfoncer un clou pour faire une maison, ou il peut servir à tuer son voisin en lui donnant un coup sur la tête. Vous comprenez? Un moyen n'est qu'un moyen. Ce qui compte, c'est la fin. C'est qui utilise ce moyen et dans quel but. Donc aujourd'hui, ce qui pose problème à mon sens, ce n'est pas tant le moyen et le développement technique en soi, mais c'est les objectifs de ceux qui sont en contrôle de ce moyen. Et c'est ça qui pose problème. Si vous changez, qui contrôle la nature des gens qui contrôlent, ces moyens, vous changez, radicalement la nature du problème. C'est tout à fait vrai. On a pu le remarquer avec disons, des informations qui nous remontent du terrain, tout à fait, qui peuvent paraître tout à fait anodines, mais qui justement, peut inquiéter. L'intention n'est pas forcément mauvaise, mais quand moi j'entends que, des gens qui nous disent qu'ils sont allés dans tel magasin acheter quelque chose et on leur demande leur carte d'identité, parce que c'est plus simple pour, faire le cumul des points, de carte de fidélité. Voilà, Mmh. ça va déjà, de mon point de vue, trop loin. C'est pour Mmh. ça aussi qu'on fait un colloque sur le GDPR en janvier, Oui, oui. mais c'est exactement ce que vous dites. C'est Bah oui, comment va être utilisé ce moyen, et ça peut être très insidieux, et ouais. parfois on donne l'impression au public qu'on est, pas parano, mais qu'on est trop vigilant, mais on Ouais. va, si justement, comme vous l'expliquez si bien, c'est mal utilisé et il y a des mauvaises intentions, on court à la catastrophe. Et ça, c'est Mmh. tout à fait vrai aussi dans votre domaine. Alors, concrètement, Valérie, parce qu'on a beaucoup d'entrepreneurs qui nous suivent, Ouais. c'est quoi la prochaine étape? Oui, je Là vous en prie. Oui. Si je peux juste me permettre, vous avez parfaitement raison, et là-dessus, il faut vraiment attirer l'attention des auditeurs, sur le fait qu'actuellement, en l'état actuel du contrôle, qui s'impose à nous, toute avancée, vers une centralisation numérique est un danger mortel. Tout à fait, Ça, il faut bien le comprendre. Mais ce n'est pas un danger mortel en soi, c'est un danger mortel parce qu'aujourd'hui, ceux qui sont en contrôle n'ont aucun contre-pouvoir et sont c'est ça. tout-puissants, et veulent nous mettre, clairement en esclavage. Donc Mmh il mh. faut passer justement, ils se parent, du fait que, le moyen n'est qu'un moyen et que c'est soi-disant, à notre, avantage, alors qu'en Mmh mh. réalité, dans la position dans laquelle ils sont, qui est une position Dommage. d'hégémonie et de Mmh monopole, mh. ce Mmh mh. moyen ne peut être que, pervers et très, très dangereux pour nous. Donc Tout là-dessus, à vous fait. avez parfaitement raison. Et au contraire, il faut bien insister beaucoup sur le fait que, tout ça va dans un sens, va vers une mise en esclavage radicale de l'individu. Mais c'est pour ça qu'on est Néanmoins là, juste pour faire une parenthèse. Après, je vous redonne la parole justement pour que vous nous expliquiez les prochaines étapes. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Mais justement, nous, on le voit surtout ici en Belgique, c'est que déjà, il y a la centralisation des données personnelles et des données médicales sur la carte d'identité. mmh, Et donc, si vous mettez bout à bout tout ce qui est en train d'être mis en place, parce que bien sûr. justement, on va avoir la technologie encore plus rapide si on met en parallèle la 5G, la reconnaissance faciale. Vous mettez tout bout à bout et vous voyez que, aïe, parce que dans certains pays, on dit bah ce serait bien. Bon, en Suède, ils ont fait marche arrière, mais par exemple, ce serait bien. Pour le moment, j'ai un portable, j'ai un pass, puisqu'on a eu malheureusement le précédent avec le pass et malheureusement en France le pass vaccinal. Moi, personnellement, dans ma vie, je n'aurais jamais cru vivre ce genre de choses. Mmh, Mais donc voilà, on entend passe carbone. Enfin, voilà, donc il y a une convergence qui, mmh, qui
personnellement, moi, m'affole. Et Mmh. alors encore, elle est dématérialisée sur un appareil qui n'est pas nous. Mais à terme, voilà, hein, on peut penser, Mmh. certains aimeraient bien qu'on ait une puce ou carrément ce soit avec des données biométriques. On Mmh. scanne mon iris et voilà, c'est magnifique. J'ai plus Mmh. besoin d'ouvrir mon porte-monnaie, rien du tout. Mmh. C'est c'est affolant et justement, les gens doivent être très vigilants parce que justement, sous couvert de simplification, eh Mmh. bien, comme vous dites, on crée, c'est un cauchemar, hein, de mon point de vue, c'est absolument un C'est pas du cauchemar. C'est Et orwellien, ouais. et s'il vous plaît, restez vigilants, je dis ça à tous nos amis qui nous suivent et qui nous suivront en replay. Le fait de dire: «Je suis honnête, je n'ai rien à cacher», c'est Non. absolument le mauvais postulat de base parce que Mmh. justement, c'est pas ça la liberté de dire: «Voilà, moi je n'ai rien à cacher, allez-y». Mmh. Parce que là, c'est la fin, puisqu'après Mmh. vous aurez, comme l'a dit Isabelle au début, on s'amène, à petits pas, mais c'est chaque pas Mmh. compte vers le Mmh. crédit social parce que Mmh. voilà, vous avez Mmh. bien ça commence comme ça, vous avez bien trié vos déchets. Ah, c'est très bien. Voilà et donc au fur et à mesure, ben, on crée un monstre et on pourra plus faire machine Ouais, arrière. tout à fait. Donc c'est Et maintenant qu'il faut agir. Désolée pour alors la parenthèse. oui, Je oui. vous en Non, prie. non, non, mais en fait, ce monstre, justement, ce qui doit inquiéter les gens, c'est le système de convergence. Parce que si Mmh. si la le la si la capacité de contrôle était dans des mains divergentes, il y aurait pas cette convergence, permanente et définitive, dans la même direction, si vous voulez, de tous ces phénomènes, technologiques qui vont dans la même direction. Vous auriez des développements technologiques à droite, à gauche, mais ils ne seraient pas tous convergents vers le contrôle de l'individu. Donc effectivement, ça c'est un signe justement que le contrôle est hégémonique. C'est cette convergence auquel on assiste et en particulier, dans les capacités numériques de contrôle des individus. Là, c'est un signe tout à fait, inquiétant de totalitarisme et tout le monde doit en être conscient. Tout le monde doit prendre conscience de ça et ce n'est pas le développement technique ou technologique ou le progrès technique qui est en cause. Là, c'est le contrôle, c'est vraiment qui est en contrôle. C'est le sujet, il faut le remettre dans sa bonne direction. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de remettre en cause le progrès technique, il s'agit de remettre en cause celui qui contrôle le progrès technique. Et c'est là où, C'est ça. ma nouvelle entreprise peut intervenir et c'est là où le seul moyen de s'opposer à toute cette mascarade, cette illusion, qui restera plus une illusion très longtemps du reste, c'est un changement de paradigme. Comment le Mmh. mettre en œuvre? Eh bien, comment le mettre en œuvre? Certainement pas par un rapport de force armée, parce que vous savez que les armes, eh bien, les armes, il faut les payer, les financer et que ça, c'est dans les mains de nos ennemis. Donc, Ouais. c'est pas par une action violente, que nous pourrons nous opposer utilement à tout à toute cette technostructure qui est en train de converger pour nous mettre en esclavage. Le seul moyen qu'on a et qui est un moyen à la fois qui peut paraître dérisoire, mais qui est le plus puissant qui puisse exister, c'est d'être capable de se réorganiser en tant que Mmh. groupe humain, en société et en société Mmh. politique, c'est-à-dire retrouver le sens de notre civilisation. Et ça Mmh. passe par par un réinvestissement, de la capacité d'agir sur son quotidien et sur, l'organisation du groupe. Et c'est là où je rebondis évidemment sur, le projet que j'ai appelé Révolu droit et que j'ai mis en œuvre à l'occasion d'un site internet de réforme des institutions qui permettent justement de mettre, un terme à tout ce contrôle hégémonique, qui est de nature économique et capitalistique et finalement in fine monétaire, pour réinvestir les individus dans leur vie quotidienne et dans leur vie sociale en capacité de déterminer, les décisions, en tout cas de pouvoir agir sur les décisions qu'ils veulent pour eux, pour leurs enfants et pour leur avenir. Et ça passe par la réorganisation des individus en groupements d'intérêts. Et quand je dis groupement d'intérêts, je parle du modèle des corporations d'Ancien Régime. J'insiste immédiatement, pour expliquer que ça n'a strictement rien à voir avec les corporations que nous connaissons aujourd'hui, les corps professionnels que nous connaissons aujourd'hui, les ordres sous forme d'ordres professionnels qui Oui, sont c'est en ça. réalité des désordres qui ont été initiés uniquement pour être des interlocuteurs du pouvoir soi-disant C'est ça. politique, qui est en réalité pouvoir économique. Donc c'est à l'opposé, en fait, tous les ordres, professionnels que nous connaissons aujourd'hui sont à l'opposé exact du principe des corporations d'Ancien Régime. Et comme nous ne sommes plus dans l'Ancien Régime et que nous avons toute notre,
notre 300 ans entre 2 et 300 ans se sont écoulés entre le modèle d'avant et le modèle d'aujourd'hui. Il faut quand même tenir compte des réalités. Donc j'ai étendu ce modèle non pas seulement en matière, comme il s'est développé pour l'artisanat et le commerce, mais à tout type d'activité humaine en réorganisant la société en 3 grands groupes. Donc les grands groupements d'intérêts de nature commerciale qui ont pour objectif de faire des bénéfices, les grands groupements d'intérêts de nature civique, en tout cas non commerciale, qui ont pour objectif de diffuser le savoir, les arts, les sports, tout ce qui permet à l'individu de se développer et au groupe de s'enrichir de connaissances variées. Et enfin, un troisième grand groupement d'intérêts qui est de nature, spirituelle, morale et philosophique, qui permet de valoriser les questionnements, sur le sens de la vie, que nous devons à tout prix retrouver parce que nous sommes devenus des sociétés, instrumentalisées par le matériel au détriment, de l'idée de l'homme, finalement. Donc, étant donné que toutes les grandes religions ont été subverties de l'intérieur par ce pouvoir temporel, mais qui est finalement un pouvoir financier, et qu'aucune grande religion n'échappe à ça, on ne peut plus se fonder aujourd'hui comme hier sur une grande religion qui a, en particulier sur le catholicisme, qui a été à l'origine de la civilisation européenne, puisque aujourd'hui ce dernier est totalement subverti au profit des puissances financières. Donc il Mmh. réinvestir en fait le concept spirituel, mais au sens noble du terme, Mmh. c'est-à-dire pas au sens domination d'un groupe sur un autre, mais au sens de trouver justement du sens à l'existence, à la réalité de l'être physique par rapport à l'être spirituel, à l'être, disons, qui n'est pas matériel, mais qui est tout en pensée et en devenir. Voilà, donc je m'excuse de le dire, beaucoup de gens, appellent ça de l'utopie, beaucoup d'autres, estiment que, le moyen n'a pas l'air d'être suffisamment puissant. Or, je peux vous dire que, à partir du moment où les individus, réinvestiraient ce nouveau système, c'est-à-dire se réapproprieraient la politique, Oui, tout tout à ce qui fait. existe aujourd'hui, deviendrait desséché, en fait. Vous savez, Mmh. c'est comme, une guerre qui se termine faute de combattants. Donc, Oui, c'est ça, tout à fait. c'est Mais le moyen le plus puissant, et le plus redouté d'ailleurs de nos adversaires. Parce que nos adversaires ne redoutent pas, des échauffourées militaires ou, armées, parce qu'ils auront toujours ils auront toujours le dessus. ils auront toujours le dessus sur ce genre de manifestation. En Oui, tout revanche, à fait. sur une manifestation de réhabilitation du collectif, ils seront Mmh. totalement démunis. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui et puis je pense que les grandes idées utopiques ont déjà mené le monde. Alors si c'est une utopie, ma foi, tant mieux. Je sais pas Elle si a ce sont les utopies, mais ce sont les idées qui mènent le monde, ça c'est ouais, sûr et tout à certain. fait. Entre idée et utopie, il y a quand même une différence. Maintenant, vous savez, ce qui est utopique pour les uns ne l'est pas pour les autres. Quand Mmh. on comprend en fait la substance qu'est-ce que c'est vraiment que le pouvoir? Le pouvoir est inhérent à la nature humaine, il ne disparaîtra jamais. Il faut simplement l'encadrer et faire en sorte qu'il soit le moins hégémonique possible, avec le plus de contre-pouvoirs possible. Et justement, dans Révolu droit, toute l'organisation est fondée, sur le fait d'avoir des contre-pouvoirs. Donc non seulement de pouvoir, matérialiser politiquement, des intérêts catégoriels, mais en fait, de faire en sorte que les intérêts catégoriels des uns s'opposent aux intérêts catégoriels des autres. Or, aujourd'hui, vous avez bien compris qu'il n'y a pas d'intérêt catégoriel représenté politiquement autre que l'intérêt catégoriel détenteurs de monopoles capitalistes. Donc, en fait, c'est un véritable changement de paradigme et c'est un changement de paradigme qui permet un retour à la vie en commun, en fait, à Mmh. l'organisation sereine du groupe à la capacité du groupe à vivre, en fait. Moi, j'ai une question, Valérie, merci beaucoup. Et j'entends bien, et si je peux faire une nouvelle parenthèse, vraiment des étapes préliminaires, mais on est quand même très loin de l'objectif, c'est déjà de réinformer les gens sur leurs droits, sur le système, comment ça fonctionne, pour qu'ils se réapproprient déjà le pouvoir qu'on leur a pris, même bêtement, parce que justement, ils pensent qu'ils sont à la merci, ils le sont dans une certaine mesure, mais ils n'ont même pas la connaissance
du fonctionnement, ou des vous allez me dire, c'est peut-être illusoire, mais des recours. C'est Mmh. pour ça que nous, on passe beaucoup de temps aussi à réinformer en donnant, la bonne information, des droits des gens, parce que ça aussi, on les a coupés complètement, de cette réalité-là, Mmh. et ça rend la situation, pire. Donc voilà, Alors, ça c'est vraiment une étape tout à fait préliminaire. Mais la question, parce que je vois dans le chat, on me dit, voilà, concrètement, OK, j'embarque. Qu'est-ce que je fais demain? Voilà. alors, Comment je me situe? Qu'est-ce que concrètement, je fais quoi? oui. Première étape. Oui, oui, mais Voilà. c'est ça, mais en fait, les gens posent la question parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas qu'ils peuvent vivre autrement que, la façon dont ils vivent aujourd'hui. Alors, pour revenir sur votre, sujet, de réapproprier le droit, en fait, il faut bien comprendre que les règles actuelles, ne permettront jamais, de gagner le combat parce qu'elles sont truquées. Donc, ce que par contre, en revanche, l'étape la plus importante que vous remplissez, à mon sens à merveille, c'est, de faire comprendre aux gens, qu'ils ont été dépossédés de leur, quotidien, de leur réalité, de leur pouvoir politique, à la fois sur eux et sur le groupe, en montrant que les règles, sont celles qui sont mises en avant sont systématiquement celles qui sont contraires à leurs intérêts, mais ça suppose que l'individu soit capable d'identifier quel est son intérêt à lui et aujourd'hui, avec toute la propagande massive que nous subissons depuis des décennies et des décennies, il se trouve que et moi je le constate, que les gens bien souvent, n'arrivent même plus à identifier, ce qui est bon pour eux, ce qui ne l'est pas, ce qui est, utile à leur développement et ce qui ne l'est pas. Ils prennent pour, des choses utiles, des événements qui sont tout à fait néfastes et pour, des choses positives, des trucs qui sont, tout à fait négatifs. Donc, il faut aussi réapprendre à être à l'écoute de soi, à avoir confiance en son jugement, et à nouveau prendre, les armes, en l'occurrence les armes juridiques, celles qui restent encore disponibles, pour effectivement commencer à lutter. Parce qu'on ne de toute façon, le changement de paradigme passera par la lutte, mais c'est pas une lutte armée, c'est une lutte des mentalités, des esprits pour se réapproprier en réalité, la le sens de sa propre vie, quoi. Et donc, vous avez raison, il faut en passer, par, l'arme juridictionnelle, sachant qu'aujourd'hui et c'est n'est presque plus à démontrer et ça, c'est des discussions que j'ai eues avec de nombreux avocats depuis le début de cette, hystérie covidique, c'est qu'en réalité, c'est pas parce que les actions, seront, presque toujours perdantes qu'il ne faut pas les mener. Bien au Mmh. contraire, non seulement il faut les mener, mais il faut les mener sans en pensant que de toute façon on n'aura pas le dernier mot, technique, dans ce combat-là, mais que le plus important, c'est de mener le combat politique, de Ouais. mener le combat de dire: «Peu importe, en tout cas, on les met face à la réalité et Mmh. ensuite on pourra les astreindre en responsabilité quand on aura bien démontré à tout le monde que toutes leurs règles sont sont frauduleuses, en fait, Oui, tout à et fait. ne sont pas appliquées, dans un sens, honnête. Ne sont pas ni pour rechercher la vérité, ni pour rechercher l'équilibre, ni pour rechercher la justice. Mais ça, il faut le rendre visible aux yeux de tous et le seul moyen de le faire de rendre visible aux yeux pardon, de rendre visible ce phénomène aux yeux de tous, c'est effectivement, d'attaquer en justice tous azimuts, dès qu'on peut, au civil, au pénal, en responsabilité, financière et en responsabilité pénale. Bon bah, ça on le fait. Ça Ouais, oui, ah on bah, ça passe c'est tout le temps. formidable. De toute façon, ça c'est une étape, tout à fait, impossible à sauter. Enfin, on doit en passer par là et c'est comme ça que les gens vont comprendre, en fait. On Oui, tout à utilise, fait. parce que souvent on nous dit: «Voilà, ça ne sert plus à rien d'aller en justice», et on Non, parce que la on justice, il s'oppose à faut ça. évidemment, c'est pas une justice, c'est une justice de caste aux mains de nos ennemis. Donc on peut rien attendre d'elle concrètement. C'est normal puisque toute l'organisation sociale a été déviée de sa fonction politique. Donc évidemment, sur la finalité, il y a rien à en attendre, mais il faut pas agir en étant naïf. Il faut Mmh. agir parce que cette action a une valeur politique. Politique, tout à fait.
C'est pour ça que nous utilisons les outils juridiques qui à notre disposition en ayant conscience de ça, mais on a quand même parfois des belles surprises quand la justice Oui, nous donne raison parce qu'on se dit: «Ah tiens, ça fonctionne encore un peu», donc on est bien content. Oui, parce que Hem, tout système repose sur des hommes et les hommes, exactement. ne sont pas permanents. C'est-à-dire qu'ils ont pu être, convaincus, un temps et puis, ils peuvent changer d'avis aussi. Donc, il faut aussi mener il faut aussi jouer cette carte-là, Mmh. du fait que nous avons encore affaire à des hommes et vous savez que, la justice, va tendre à être rendue, bientôt, de façon, par des intelligences artificielles. En tout cas, en France, c'est la direction très évidente vers laquelle nous dirigeons. Et donc là, on n'aura même plus ça à notre disposition pour réagir. Donc il faut maintenant, qu'on a oui, il encore faut réagir maintenant. compter sur, aussi sur, le fait que, ben, ils peuvent aussi être, disons, impermanents. Ouais. Vous avez tout à fait raison malheureusement. Donc, il y a pas mal de sujets que nous allons, à nouveau discuter en live prochainement. Donc, effectivement, l'intelligence artificielle, ça aussi, malheureusement, c'est sur le tapis. Hem, Ah bah, Aussi pas l'intelligence mal de artificielle, oui, c'est le complément, de la numérisation, c'est le complément, en fait, au niveau des services, d'où toute la mécanisation qui s'est mise en place et qui, tend à réduire l'employabilité des humains en matière, heu, de fabrication matérielle, mais aussi mmh aujourd'hui en matière de services. Mais l'humain, c'est pas une capacité à produire et c'est là où on a été, induit en erreur. On a été envoyé, fourvoyé dans une voie sans issue, une impasse dès le départ. On a Mmh. confondu l'humain avec sa capacité de production. Et Mmh d'ailleurs, mh. ça n'a pas été fait par hasard. C'est bien, vous comprenez bien que, cette assimilation, de la valeur de l'humain à sa capacité à produire a été dans le sens, exclusif des intérêts de ceux qui mettaient les humains en action, par le biais justement de l'entreprise que j'expliquais, tout à l'heure, donc les grands capitalistes qui ont mis, qui ont pris le contrôle sur l'activité physique et matérielle, enfin, disons, l'activité réelle, des individus. Donc, tout ça, c'est une impasse. Il y a un moment, il faut dont acte, donc, il faut revenir là-dessus. Et pour revenir, donc à la question, à la réponse, de la question posée par vos auditeurs en désarroi, et je le répète, ce désarroi n'a pas lieu d'être, parce que, enfin, en tout cas, moi, je propose une solution, qui est relativement facile à mettre en œuvre, se réorganiser par centre d'intérêt, par groupement d'intérêt, en réélaborant ces règles de fonctionnement. Alors évidemment, dans un premier temps, eh ben, il y aura pas de sécurité sociale, qui sera élaborée tout de suite parce que Mmh. ça ne pourra se faire que dans le dernier temps, c'est-à-dire que quand Ouais. le système aura basculé, mais ça ne demande ni d'argent, ni de lutter contre toutes les lois existantes, que de s'organiser ensemble pour réélaborer par écrit, les règles de sa profession ou Mmh. l'activité dans laquelle on évolue. Ça, il y a rien ne peut, il y a aucun obstacle à ça. Le seul obstacle, c'est dans la tête des gens: «Comment je vais faire? Machin». Alors nous, on donne quand même un peu des techniques. On donne un guide dans Révolu Droit, donc j'invite les gens à aller, s'instruire parce que là, on est vraiment dans l'instruction publique, en fait, hein. On n'est Ouais. pas dans un, c'est pas une idéologie, c'est aller, concrètement, se renseigner sur ce qu'est Révolu Droit, parcourir le site, réfléchir dessus et savoir ensuite se poser la question: «Qu'est-ce que j'aime faire dans la vie? Est-ce que j'aime faire le métier que j'ai fait pendant 20 ans ou 30 ans ou 5 ans ou 50 ans?» C'est-à-dire, plombier, jardinier, je ne sais quoi, ou informaticien. Ou est-ce que moi, j'ai des compétences, je sais pas, en musique, en danse, en sport ou je sais pas quoi et je veux m'investir dans une activité qui soit une activité, bah, qui a utilisé que j'ai pratiquée en annexe de ma vie, mais qui est en réalité mon activité principale, celle que j'aime faire. Et donc je vais retrouver des gens, qui sont intéressés par cette activité-là et on va élaborer tout un règlement intérieur de fonctionnement, les règles qui sont impératives, celles qui les écueils à éviter et cetera, tout en respectant, alors là j'insiste beaucoup, la charte des valeurs fondamentales parce que tout le Mmh. développement de Révolu Droit est fondée sur le respect de la charte des valeurs fondamentales, elle-même Mmh. elle-même fondée sur le respect, du droit naturel tel qu'il est encore
à réélaborer parce que en fait, les règles qui ont été élaborées, au XIIe siècle ne sont plus forcément, valables telles quelles aujourd'hui. Il faut heu, les polir un peu, les adapter à l'époque contemporaine et là encore, j'attends des gens, qui viendront, me rejoindre pour, créer des groupes de travail, sur l'élaboration de tout un tas de choses, les règlements intérieurs des métiers, des professions, des des différentes fonctions étatiques au sens du gouvernement et au sens des secrétairies d'État, liées au chef de l'État. Enfin, tout est à faire. Je ne peux pas construire ça toute seule, donc il faut me rejoindre, mais je ne, peux être, organiser les choses que petit à petit parce que, je suis toute seule, j'ai pas de moyens et qu'on a une petite équipe, de gens prêtes à vous accompagner, mais, on ne peut pas faire, tout d'un coup passer du coq à l'âne. Il y a aussi un travail personnel de la part des auditeurs, pour comprendre, le sujet, savoir comment, ils peuvent, s'investir et puis travailler de leur côté, en autonomie pour ensuite venir nous voir, savoir comment, intégrer leur travail dans l'ensemble, savoir s'il y a une cohérence, qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qu'il ne faut pas changer, et cetera. Parce que nous, on est là pour garantir la cohérence et l'organisation de l'ensemble, en fait. Merci Valérie. Donc, comme Valérie, vient de vous le dire, allez jeter un œil C'est ça. et allez, consulter le site révoludroit, .fr et Ouais. également référez-vous, au colloque du 29 novembre que, Valérie a 21. Ah, 29, pardon. 29 novembre qu'elle Ouais, a 29. organisé, qu'on met en ligne au fur et à mesure. Ouh, pardon. On met en ligne au fur et à mesure. C'est également sur le site et la chaîne de Valérie en ligne. Et également, il y a une série de livres. Moi, je vous avoue, j'ai pas tout lu, j'en ai lu qu'un. Mais si vous en avez l'occasion, hein, un cadeau de Noël, La nouvelle entreprise de Valérie Bugout aux éditions Sigeste. Ou alors, c'est celui-là que j'ai lu, Les raisons cachées du désordre mondial, Mmh. analyse de géopolitique économique, juridique et monétaire. Ça, c'est très intéressant pour ceux qui voudraient creuser. Valérie, le mot de la fin. Euh, Le mot de la fin, c'est que j'appelle les gens, en fait, à reprendre confiance en eux. Parce qu'ils Mmh sont mh. déstabilisés. Aujourd'hui, on sent bien qu'il y a une instabilité, liée au fait qu'ils n'ont plus de repères. Mais les repères Mmh. ne doivent pas venir de l'extérieur. Une fois de plus, les vrais repères sont des repères intérieurs. Qu'est-ce qui est bon pour nous? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce que je peux faire sans attendre de l'aide d'autrui? Qu'est-ce que moi-même je peux apporter à moi et aux autres avant d'attendre des autres qu'ils viennent nous servir de béquilles, pour, entreprendre les choses ou, nous guider comme des nouveau-nés, vers la marche debout. Non, chacun doit vraiment reprendre confiance en soi et se mettre à agir et à agir en tant qu'individu responsable, raisonnable et capable tout simplement. Vous n'êtes pas, des adultes incapables. Vous n'êtes pas, dans une, dans on vous a fait croire que vous étiez incapable, mais ce n'est pas vrai. Et justement, de ce point de vue-là, j'ai presque envie de dire que les gens les moins instruits sont les plus capables, dans la mesure où ils n'ont pas été, endoctrinés, où leur cerveau n'a pas été, rendu confus, par des règles qui étaient des règles, artificielles, en fait. Mmh. Merci Merci beaucoup Valérie. Valérie. Est-ce qu'on peut compter sur vous pour un prochain live? Parce qu'on a beaucoup de questions sur la monnaie. Donc ça Oui, viendra sur le tapis. Avec grand Voilà. plaisir. Oui, oui, avec grand Merci plaisir. à vous. Je compte bien aussi organiser un colloque sur la monnaie dans le courant de l'année prochaine. superbe. Alors Magnifique. vous nous tenez au courant de la date immédiatement et nous on va parce que il y a vraiment beaucoup de questions à ce Mmh. sujet Mmh mh. et je pense que les auditeurs de Notre Bon Droit seront ravis de connaître la date et de Mmh. pouvoir, y participer. Alors, Et sachant on, quand même qu'il est évident que le projet Révolu Droit s'inscrit et se compose notamment d'une réforme monétaire, mais c'est une réforme du concept monétaire et une fois de plus, la monnaie peut très bien circuler à la fois de façon dématérialisée et matérielle, dans un concept où elle n'est pas accaparée par un petit nombre de banquiers, Mmh. qui contrôlent son émission et sa circulation. Donc tout le sujet, c'est de déconcentrer le pouvoir, heu Mmh. la réforme des institutions va avec une déconcentration du pouvoir. Mmh. Parfait. Merci Valérie. N'hésitez pas à nos auditeurs si vous avez encore des questions, puisqu'évidemment on en risque d'en avoir beaucoup plus en replay. Mmh. Nous les collecterons et on en parlera à Valérie si elle a la gentillesse à un moment
Oui. de les regarder. On aura des éléments de réponse par la suite et voilà, tout sera disponible en replay également sur le site de Valérie Bugeaud. Voilà, merci à tous. Merci à tous et Merci. bon après-midi. Merci Valérie. À Merci à très vous, bientôt. Au avec revoir. plaisir.